Bonjour Jean. Bonjour Zineb. Je suis ravie de te recevoir pour ce premier podcast de la chaîne Coïncidence. Tu es coach, conférencier, tu as été un pionnier de l'Appreciative Inquiry en France avec la création de l'IFAI, de l'Institut français de l'Appreciative Inquiry. C'est quoi être appréciatif? Alors être appréciatif, c'est être appréciatif et aussi explorateur. Appreciative inquiry, ça veut dire enquête appréciative. Enquête peut ne pas être tout à fait désirable en français, mais il y a une quête. Donc la première chose, à mes yeux, qui est importante, c'est de développer cette capacité exploratoire, cette curiosité, avant même d'apprécier. C'est cette curiosité qui nous pousse vers les choses que l'on peut apprécier. Donc en fait, dans l'action première est exploratoire. C'est l'esprit de découverte. Et être appréciatif, c'est orienter sa curiosité pour chercher ce qui dans le monde, dans la vie, en nous, dans les équipes, dans les systèmes, fonctionne le mieux et ce sur quoi on peut s'appuyer pour avancer, pour construire l'avenir, par exemple. Est-ce que c'est à la portée de tous d'être ou de devenir un explorateur appréciatif finalement de soi, des autres et du monde? Ben, je pense, on forme beaucoup de gens qui deviennent des explorateurs, qui développent leur curiosité. Alors la curiosité, c'est une force aussi intrinsèque chez beaucoup de personnes. La curiosité, c'est aussi présent chez le petit enfant, c'est présent dans le monde, tout simplement, même animal. Mais chez les petits-enfants, c'est très présent, chez les adultes aussi. Parfois, la curiosité a été éteinte dans certains secteurs parce que l'éducation a obligé à être curieux et on ne peut pas être curieux sur commande. Mais enfin, le, la curiosité, c'est quelque chose qui peut se développer, c'est aussi un entraînement. On peut apprendre à poser des questions, on peut apprendre à explorer le discours de quelqu'un d'autre. Par exemple, quand les gens nous racontent leurs vacances, on n'est pas obligé de parler des nôtres en suivant. On peut aussi essayer de savoir ce qui s'est passé pour eux, où ils sont allés, découvrir ça. On a des satisfactions en développant la curiosité. On découvre des choses. Et je me rappelle par exemple dans une conférence que j'avais donnée pour ce qui s'appelle maintenant Pôle emploi, la NPE, à un certain moment, qu'une personne assise à côté d'une autre euh, a commencé une petite expérience appréciative en lui demandant: est-ce que tu peux me raconter un moment de ta vie dans laquelle tu as professionnel, dans laquelle tu as obtenu des résultats significatifs en étant vraiment toi-même? Question appréciative classique. Et ce que je ne savais pas, c'est que ces deux personnes ne se parlaient pas. Et elles étaient l'une à côté de l'autre et j'avais demandé aux gens de poser cette question à leurs voisins immédiats. Donc ces personnes ont accepté. Et en fait, après l'échange, ces deux personnes sont venues me voir en me disant: mais on a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas chez l'autre et qui nous permet de nous apprécier. Et en fait, le bénéfice de cette curiosité, eh bien, ça a été précisément de découvrir chez l'autre personne, une richesse insoupçonnée, non découverte jusqu'à ce moment-là, jusqu'à l'échange. Et ça, c'est une belle récompense pour la curiosité. Donc je pense qu'on peut développer la curiosité, l'esprit exploratoire comme ça, et en fait reconnaître sans arrêt tout ce que ça peut nous apporter, surtout quand on vient découvrir ce qui sont les forces, par exemple, de quelqu'un dans un collectif, par exemple. J'avais un collectif il n'y a pas très longtemps, une petite équipe de direction de 4 personnes. Il y a une de ces personnes qui a découvert, qui a laissé entrevoir au travers d'histoires de réussite sa ténacité, sa persévérance et sa combativité. Et ben, l'équipe de 4 était drôlement contente d'avoir d'avoir Quelqu'un. cette personne-là, quelqu'un qui est capable d'aller au feu quand il le faut. Mhm. Mhm. Et, est-ce que justement, tu peux nous raconter, dans ton expérience de coach individuel, comment tu transformes finalement
ce que les gens apportent, qui est souvent une problématique, et donc une frustration en quelque chose qui est de l'ordre de la curiosité et du désir. Comment tu fais ça? Quel impact ça a? Toi, en tant qu'accompagnateur, dans quel état émotionnel ça te met aussi, ou énergétique ça te met dans la situation? Oui, oui, oui. Bon, ben, là, j'ai en tête, par exemple, le cas d'une femme d'une quarantaine d'années qui fait du co-développement dans une grande entreprise, très performante, vraiment très compétente, mais qui a un manque de confiance profond, et aussi qui ne s'est pas senti reconnu, qui n'a pas su se faire reconnaître à la hauteur de son travail. Pardon. Je me suis aperçu, parce qu'à un moment donné, elle a parlé de son histoire personnelle, sans que je la questionne vraiment à ce sujet, qu'elle avait eu un père très dur, qui n'admettait pas qu'une fille fasse des études, alors que c'était tout à fait admis pour les garçons. C'est pas quelque chose d'absolument rare non plus, ça. Mais elle avait quand même réussi à faire des études. Et en fait, en s'opposant ou en trouvant le moyen de contourner ce qu'un père très dur et vraiment très autoritaire l'empêchait de faire. Et en fait, et c'était une souffrance pour elle, et bien sûr, il y avait un manque de... Elle se sentait pas reconnue parce qu'elle n'avait pas été reconnue à sa juste valeur et encouragée. Et en fait, quand je lui ai demandé ce qu'il lui avait fallu pour arriver à faire des études malgré cette forte opposition, cette puissante opposition, elle m'a dit, il m'a fallu du courage. Et là, elle a contacté son courage. Et ça a été extrêmement bouleversant pour elle. Parce qu'en fait, son histoire et tout ce qui était pénible, eh bien, se transformait en mon courage me permet de faire face à une adversité forte. Et c'est une ressource pour moi. Et elle a contacté cette forte ressource. Et ça transforme à ce moment-là en une expérience de vie qui est pénible. En fait, on vient chercher, y compris dans ce qui est pénible, la force qui a permis d'avancer. Et puis qui va permettre aussi de conscientiser cette force et de l'amener dans la situation actuelle pour la gérer avec plus de sérénité finalement. Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette personne s'est présentée à des concours par la suite auxquels elle n'osait pas, elle se présentait même pas. Mmh, 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 mmh. Et j'imagine que dans tes accompagnements collectifs, on a aussi quelque chose de cet ordre-là. Tu le citais tout à l'heure pour certains talents de combativité, mais une espèce de bascule qui se fait à un moment donné quand on a ce regard et cette curiosité pour aller chercher des forces. Il y a une Oui, espèce de bascule aussi au niveau des collectifs qui peut être créée. tout à fait. Tu peux nous parler un peu aussi de cette dimension-là? Oui, oui. Bah, par exemple, dans une grande entreprise industrielle euh, pour laquelle j'ai travaillé un bon moment, euh, il y avait une direction de la qualité. Et, la directrice en question faisait partie du comité de direction du groupe. Et elle a dû occulter un certain nombre d'informations à son équipe parce que la direction générale ne souhaitait pas, à un certain moment, divulguer ces informations. Or, ces informations avaient un impact sur quelques personnes de l'équipe, et en particulier sur leurs fonctions. Donc ça a créé un conflit interne à l'équipe, une équipe de 8 personnes, équipe de direction. Ça correspondait à ce que le Bolton Consulting Group, le BCG, appelle le span of control, 8 personnes. Et donc, cette équipe était en tension parce qu'il y avait 2 personnes vraiment qui avaient très très mal vécu les choses, les autres qui étaient en bisbille avec ces personnes-là parce qu'elles comprenaient le point de vue, et donc l'équipe était en tension terrible. Et en fait, moi j'étais arrivé pour une journée appréciative et je me suis trouvé avec des gens qui étaient en grande difficulté et qui avaient vraiment besoin d'exprimer ce qui n'allait pas. Donc on l'a fait. Et en fait, c'est pas du tout une démarche appréciative que de faire ça, mais on a listé finalement, on a regardé très précisément dans la matinée ce qui était difficile dans leur situation, et on a exposé les termes des conflits. Et c'était très difficile et violent pour eux, à tel point que au moment du déjeuner, la directrice s'est demandé si cette équipe devait être maintenue,
et si les fonctions devaient être maintenues en l'état. Donc il ne fallait pas tout recomposer. L'après-midi, après le déjeuner, je leur ai demandé, cette équipe existait depuis 2 ans, je leur ai demandé ce qu'ils avaient fait en 2 ans et de se répartir en trois, c'est 3 ou 4, je ne sais plus, non, en trois petits groupes, de prendre 3 paperboards et de noter ce qu'ils avaient fait dans ces 2 ans pour faire une espèce de point, quel que soit le devenir de l'équipe. Et ils ont commencé à noter tout ce qu'ils avaient fait. Et ils ont rempli des paperboards. Ils ont rempli des paperboards. Et en fait, à ce moment-là, une fois que je leur ai demandé de restituer ce qu'ils avaient noté, d'abord dans les 3 petits groupes, ils s'étaient aperçus qu'ils avaient noté des choses qui les avaient enthousiasmés les uns et les autres, et ils se sont aperçus de tout ce qu'ils avaient réalisé. Et là, ça a complètement inversé les choses. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant été explorés dans les 2 années passées, ce qu'ils avaient fait et leur réalisation, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des ressources formidables, qu'ils avaient fait plein de choses, qu'ils avaient vraiment travaillé et que ça valait vraiment le coup de continuer. C'est Donc l'équipe génial. a continué et on est dépassé la difficulté. C'est génial. Et toi, alors, comment voilà, comment s'est fait ta rencontre avec Lali? Et voilà, je sais que voilà, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Je sais que tu la portes parce que c'est aussi quelque chose que tu incarnes depuis toujours et que c'est presque venu mettre des mots sur une manière d'être. Mais comment ça s'est fait concrètement? Concrètement, c'est un de mes amis qui m'en a parlé il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, je pense. Et j'ai trouvé ça très très séduisant. Et c'est une personne qui regarde un petit peu ce qui se passe dans les innovations un peu partout. Et donc j'ai été séduit par l'approche. Et donc j'ai pris le grand manuel de Cooper Ryder, j'ai pris toute la littérature de ce que je pouvais trouver à ce moment-là. J'ai étudié ça, puis j'ai commencé à essayer d'expérimenter. Et en fait, la première expérimentation, c'était avec un ami consultant qui avait un client qui voulait faire le bilan de 2 années de mise en place du marketing en Europe. Donc, il avait mis en place des bureaux marketing en Europe, c'était une innovation. Et il voulait faire un bilan de ça. Et donc, les plus, les moins, qu'est-ce qui avait bien marché, qu'est-ce qu'il fallait laisser, qu'est-ce qu'il fallait continuer, enfin, les choses habituelles, quoi, avantages, inconvénients, etc. Et j'ai vu que ça l'ennuyait beaucoup, et nous, ça nous ennuyait aussi. Et je lui ai proposé d'aller chercher finalement tout ce que ça avait permis en 2 ans, cette nouvelle mise en place, quelles relations s'étaient tissées entre les gens des différents bureaux, qu'est-ce que ça avait apporté au plan pratique. Et on est allé chercher toutes les forces, enfin tout ce qu'ils avaient mis en œuvre pendant ce temps-là. On a découvert des ressources incroyables. Et finalement, que ils avaient réalisé plein de choses qui méritaient d'être encouragées, d'être poursuivies. Et en même temps, ça leur a donné, ce qui est extraordinaire dans cette approche-là, et c'est comme ça moi que je me suis vraiment lancé, ça leur a donné plein d'idées. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de trouver de belles choses qu'ils avaient faites dans les différents bureaux en Europe, ça leur a donné envie, pour les uns, de faire ce que d'autres avaient fait, et pour les autres, d'aller plus loin, de développer des idées supplémentaires. Et je me suis aperçu qu'en fait, les sources de satisfaction, là, eh bien, n'éteignaient pas le désir, mais au contraire, le renforçaient. C'est-à-dire que plus on trouvait de choses formidables qu'on avait faites, et plus on avait envie d'en faire. Ce qui est absolument à l'inverse de tout ce qu'on a toujours dit sur l'évolution dans les organisations, où on vient travailler sur les manques pour que ça puisse avancer. Ouais. Ouais. Et créer de la frustration pour faire bouger, quoi. Exactement, créer de la frustration, créer de la tension. Or là, au contraire, on a vu tout ce qui marchait bien et on a reconnecté le désir à ce qui marchait bien, de ce qui avait fait que on se lance dans quelque chose qui marche bien, et on a créé du nouveau désir pour que ça marche encore davantage. En fait, donc, c'est le désir d'avancer ne vient pas seulement de la frustration, mais du désir et d'une espèce de nouveau gap positif qui peut exister entre ce qu'on ce qu'on fait de satisfaisant et ce qu'on voudrait d'encore plus satisfaisant. Mais c'est pas pour combler un manque, c'est pour aller plus loin. Et Bien sûr. je sais que tu as aussi pas mal étudié
les fondements de ça au niveau, par exemple, des neurosciences. Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur les mécanismes qui font que ben, l'envie déclenche l'envie et qu'au contraire, on peut zapper toute cette partie de frustration pour finalement imaginer un futur qui est la meilleure version possible en ayant ce regard sur ce qui fonctionne. Oui, bah, ce qui est frappant, peut-être c'est les travaux de Barbara Fredrickson, c'est plutôt en psychologie positive Ok. qui a eu de belles avancées. Et ça recoupe bien sûr ce que disent les neurosciences maintenant, mais on s'aperçoit que quand des gens sont dans un état émotionnel plutôt agréable, en fait, il y a un élargissement de l'attention. Et cet élargissement de l'attention, ça se voit d'ailleurs au niveau du visage, au niveau de l'ouverture, au niveau même des pupilles, hein, quand il y a curiosité, les Médriage. pupilles ouvertes. Et oui, on voit très très bien les pupilles beaucoup plus ouvertes quand il y a de la curiosité. C'est très curieux d'ailleurs, c'est intéressant parce que on peut presque, en regardant les gens On est dans les drogué films, à l'AI. l'émission, donc, évidemment, il y a cette dimension-là. Donc, quand il y a une ouverture je dirais, émotionnelle, euh, quand il y a des émotions agréables, il y a une ouverture de l'attention. Et évidemment, il y a également des sécrétions d'ocytocine en particulier, donc qui viennent évidemment donner des satisfactions. Et je crois aussi que la sérotonine est pour quelque chose dans l'affaire. C'est-à-dire il y a des récompenses qui sont apportées par le cerveau parce qu'on connecte des émotions agréables et parce qu'on les connecte en relation avec les autres personnes. Mhm. Parce que dans la démarche appréciative, évidemment, tout est fait sur la participation. Et en particulier, quand on est en dialogue avec quelqu'un sur des choses qu'on a aimées, qui nous ont fait du bien, et que la personne aussi raconte des choses qui lui ont fait du bien, on partage à ce moment-là des émotions extrêmement agréables qui déclenchent évidemment l'émission de neuromédiateurs qui, eux, évidemment, renforcent et viennent donner de la récompense. Oui, et j'aime beaucoup cette idée de ça se déclenche dans la relation et ça se déclenche quand on est finalement au service de quelque chose qui n'est pas juste notre bien-être individuel, qui est aussi en relation avec les autres et le monde. Et ça, merci pour rappeler cette dimension de l'AI qui est quand même extrêmement importante. Euh, Jean, je sais que tu as toujours dans cette idée d'aller collaborer, coopérer comment je peux dire, à être un acteur d'une espèce de bascule vers un monde qui est en train d'émerger et qui pourrait être le monde dont on rêve si on y contribue. Tu m'as sollicité, puis tu as sollicité d'autres personnes autour de la création d'un groupe de réflexion qui est très en phase avec cette conviction que construire sur ce qui marche permet des bascules et une remise en énergie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le pourquoi, le quoi de ce groupe et à quoi ce groupe veut contribuer? Alors, pour l'instant, c'est un groupe de personnes qui partagent effectivement euh, la conviction que on peut échanger sur les choses, y compris difficiles, en trouvant des ressources qui nous permettent d'y faire face, qui nous permettent de les penser. Ce groupe est, est très très tourné vers l'émergence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est un groupe sans objectif précis, euh, sans, sans intention politique, sans intention de faire du lobbying, par exemple, comme d'autres groupes peuvent le faire. C'est plutôt un groupe dans lequel les conversations très libres sur les sujets d'actualité, je pense aux sujets environnementaux, aux sujets sociaux, aux sujets, aux sujets qui préoccupent tout le monde, au-delà de la simple question, par exemple, des retraites actuellement en France. Mais se donner la liberté d'échanger là-dessus avec la conviction qu'il est possible d'en parler, qu'il est possible de laisser émerger des idées ou des façons d'être qui vont pouvoir rayonner autour de nous, c'est déjà beaucoup. Euh, Pendant un bon moment, j'ai trouvé que des initiatives collectives à grande échelle étaient très importantes, où
de réunir des initiatives à grande échelle, de gens qui sont localement actifs était important. Puis maintenant, j'ai plutôt l'impression, et c'est pour ça que ce petit groupe a été créé, que plein de petites actions, plein de petits groupes de réflexion, plein de petits groupes d'influence qui ont une micro-influence mais locale, pourront faire changer les choses. Donc reprendre finalement cette responsabilité individuelle dans le pouvoir que l'on a d'agir sur ce qui nous entoure dans notre zone d'influence, hein, et d'y remettre de l'énergie. Individuel et dans de petits collectifs également, parce que, comment dire, l'individu tout seul, il y a une tendance actuellement avec le développement personnel, justement, le développement personnel, le mot personnel est peut-être en trop, ou en tout cas malvenu, parce que développer la personne seulement, ça n'a pas tellement d'intérêt, on est tous en interdépendance. On sait bien qu'on a tous besoin de reconnaissance, mais aussi d'en donner, de donner de la reconnaissance. On appelle ça beaucoup gratitude en ce moment, parce que le mot est à la mode. Mais en fait, recevoir et donner de la reconnaissance, agir avec les autres, agir plus fort, plus loin, en étant plusieurs, c'est important aussi. Donc il y a cette espèce de dialectique en quelque sorte entre le développement de la personne, de l'individu, l'individuation, la prise en main, sa responsabilité, et puis en même temps le fait de créer des liens qui font avancer. Moi je trouve regrettable que le développement personnel mette beaucoup l'accent sur l'individu et seulement sur l'individu. C'est super important de le mettre aussi sur les collectifs, les petits collectifs, les plus grands collectifs, pour éveiller les solidarités, pour éveiller l'utilité mutuelle, la conscience de notre interdépendance, l'acceptation de notre besoin aussi des autres, et qu'ils aient besoin aussi. Oui. Et je pense que ce que nous venons de vivre, notamment avec la crise sanitaire, nous a quand même vraiment fait toucher cette dimension de besoin des autres, parce que l'isolement a été, pour la plupart d'entre nous, des moments difficiles, voire très durs, avec notamment de l'absence de lien. Et que j'espère comme toi qu'il y a une espèce de réveil sur... voilà, c'est bien de travailler sur mon être, mais en même temps de sentir à quel point je suis connectée aux autres et au monde quand je fais ce cheminement individuel, Oui. personnel, entre guillemets, qui doit être au service finalement du monde. Et merci beaucoup, Jean. Et si tu avais un message, un dernier message à passer justement à cette communauté qui aujourd'hui t'écoute, ce serait quoi ? Il y aurait plein de choses, mais peut-être ce qui me vient là tout de suite, c'est de continuer à éveiller la curiosité, c'est-à-dire en fait questionner, regarder, observer, s'observer soi-même, observer les autres, être toujours en questionnement et en mouvement, et pas, comment dire, figé sur des identités auxquelles on croirait. En fait, ce sont des identifications la plupart du temps qui nous limitent. Mais par contre, prendre cette attitude d'ouverture, d'accueil, de curiosité aussi sur avec qui on parle, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle me dit d'elle-même, qu'est-ce que je peux découvrir, qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qui se passe aussi en moi, qu'est-ce que je ressens à un moment donné. Enfin, cette attitude d'écoute, d'observation, de curiosité, d'accueil, quoi. Ça me semble le plus important. Tout le reste suit. Merci beaucoup, Jean. Merci pour ta contribution et au plaisir de te recevoir à nouveau dans un autre podcast pour continuer cet échange qui est très éclairant. Merci beaucoup.